16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment où, de façon un peu inquiet quand même, on voit arriver ce quiz pseudo-historique. Et c'est pour vous, Jean-Luc, l'occasion de faire une démonstration de l'étendue de votre mauvaise foi, de votre mauvaise volonté, et puis de votre soutien à Clémentine. Mais enfin bon, c'est le concept même de Burn to Be Alive. Vous vous excusez déjà de la défaite à venir, c'est ça? C'est triste. Pas du tout, Stéphane. C'est juste que les Français découvrent qui est le vrai Stéphane Bern. Et c'est pas Jojo. Non, d'ailleurs, on m'a jamais appelé Jojo. D'accord, c'est Stéphane. Allez, joue. Eh ben, Jojo, on va jouer avec vous d'abord. 7 juillet 1896. C'est un peu la naissance du cinéma en Inde, car c'est à cette date que plusieurs courts-métrages sont projetés à Bombay. Et notamment, l'arrivée du train en gare de la Ciotat des frères Lumière. Bravo, c'était pas la question, dommage. Oui, c'est dommage. Aujourd'hui, il est produit 1000 films par an en Inde. Sachez aussi que la loi impose obligatoirement qu'on brûle de l'encens avant les séances dans les salles de cinéma. Enfin, je vous dis ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça? Est-ce qu'on brûle de l'encens avant les séances? Je suis allé voir des films à Jaipur, dans une salle de cinéma, et on ne brûlait pas d'encens. C'est vrai, vous allez voir des films en VO? Oui. En Inde? Bah, parce que j'étais à Bollywood aussi. En revanche, je me souviens qu'il y avait l'hymne indien à l'ouverture de la séance. Avant chaque film? Bah, en tout cas, avant le film que Ça j'ai doit être vu. ça la réponse, Stéphane, alors. Non, on brûle pas d'encens, mais on écoute l'hymne national. Non, je dirais non. Vous dites non, on vérifie. Vous avez gagné. On ne peut pas vous piéger. C'est faux. Par contre, il y a un entracte à toutes les séances de cinéma. Il y a 13 000 salles de cinéma en Inde pour combien en France? 5 250. C'est vrai qu'il y avait un entracte. Eh ben, Ah, bah voilà. Oui, c'est vrai peu, alors. C'est très peu. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Tout à fait, ça on peut le dire. Ouais. On peut le dire, mais peut-être que... Mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer un ticket. Et autrefois de cinéma, aussi, il y là. avait un Et entracte. tout le monde n'a une pas les sorte moyens de d'aller de Tiron-Gardé pour aller voir un film à Jaipur. Non, mais c'est pas ça. J'étais en tournage. Bien sûr. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais si, on pas a là envie de savoir. je suis pas allé exprès à Jaipur pour voir un film. Excusez-moi, si vous nous quittez pour devenir une star de Bollywood, on veut savoir. J'adorerais. J'ai essayé de faire des bouts d'essai, mais ce qui est dommage, là-bas, on n'embrasse pas. Ah oui. Vous, c'est dans le contrat. Il faut embrasser quoi qu'il arrive. C'est le seul moyen de pécho. C'est de faire des films Je comprends. de fiction. Une question pour vous, Clémentine. On va rester dans les mêmes eaux. On parlait de la naissance du cinéma en Inde en 1896. Et là, nous sommes en 1891. Arthur Rimbaud meurt. Mais attention, pour se consoler, le basketball naît. Ne me demandez pas le rapport avec tout ça. En 1896, on invente le lancer franc qui vaut 1 point. Et le panier normal qui vaut désormais 2 points. Mais en quelle année on a testé le tir qui vaut 3 points? À savoir un tir à 6,75 m. Était-ce en 1933, en 1973 ou en 2003? Vous y connaissez un petit peu en basket? Oui. Le lancer franc, c'était 2 points, en effet. J'ai pas le souvenir d'un tir à 3 points. Je pense que c'est le plus tardif, je dirais 2003. 2003. Est-ce que vous voulez un peu de temps encore pour réfléchir? C'est ou 73 ou 2003, j'imagine. Je me souviens pas d'un panier à 3 points. Alors je dis pas que ça a été, ça a été démocratisé et puis mis sur toutes les terrains du monde. Hein. Je demande quand ça a été inventé. Bon, alors vous voulez que je dise 1973, mais si ça a été diffusé ça a dû être diffusé dans le monde entier quand la règle du basket change, j'imagine. Je peux pas vous en dire plus. Là, je vous ai déjà trop aidé. Bon, alors c'est 1973. Vous partez là-dessus? Oui. Allez, on part là-dessus. Vous avez perdu. Non, c'était 2003, je suis désolé. Vous êtes dégueulasse. Non, Alors là- je plaisante, c'était 1933. Ah bon, ok. 1933. J'ai eu peur. Je préfère ça. Ah non, là j'ai failli avoir peur. Ah oui. Non, c'était en 1933, mais que en université, qui a toujours été une sorte de laboratoire pour toutes les règles en matière de d'accord. basketball. Bon, et alors ça s'est diffusé auprès du... Bien plus tard, mais c'était inventé en 1933. D'accord, c'est bien. Une question pour Stéphane. 1968, c'est la naissance de Felipe VI, actuel roi d'Espagne. 31 janvier. 31 janvier. Vous êtes très très fort sur les ça, questions oui. qui ne sont pas les questions. Alors c'est aussi 1968, la sortie de la chanson la plus populaire du répertoire d'Otis Redding. Vous la connaissez? Sitting on the Dock of Bay. Ah oui. Ah oui. On voyait ceux qui savaient siffler, ceux qui ne savaient pas, là. Eh ben justement, c'est ça la question. Otis a dû prendre 2 mois de cours de sifflement car il était totalement incapable de siffler avant l'enregistrement. Vrai ou faux?
C'est rare de ne pas pouvoir siffler. Oh si, moi je suis incapable. Moi je peux faire... Ben voilà. Vous croyez que vous auriez besoin de 2 mois de... Non mais je pourrais pas faire un disque. Soyons réalistes. Bah, c'est-à-dire, je serais tenté de dire oui, parce que sinon la question n'a pas de sens. Oui, je vais dire oui alors. Vous dites vrai. Oui, c'est vrai. On vérifie. Vous avez perdu. En fait, l'histoire est beaucoup plus triste. En fait, le sifflotage était à l'origine enregistré par dépit parce qu'on n'avait pas encore terminé les paroles. Ah. Et Otis est parti sans avoir fini la chanson. Un accident d'avion fatal a fait que la chanson est restée comme ça. Et c'est donc la version qu'on connaît tous. Il n'a jamais pu finir la chanson. Ah, d'accord. Est-ce que vous méritez la bonne réponse? Oui. Bien sûr. Non, mais voilà. Alors pour vous, Clémentine, les Acta Diurna Populi Romani étaient durant la Rome antique des informations publiques comprenant les décisions du Sénat, mais aussi les naissances, les mariages, les divorces et les décès des personnalités de la cité. Gravés sur des planches en bois, affichés dans divers lieux publics, ils étaient établis par César, puis arrêtés par Auguste. Ou était-ce l'inverse? Établis par César puis arrêtés par Auguste? Ou établis par Auguste et arrêtés par César? Donc il s'agit en fait d'une sorte de... C'est un peu comme le garde champêtre dans les villages qui venait donner les dernières nouvelles, les dernières lois, les derniers morts. Pourquoi est-ce que Auguste, qui est empereur, aurait davantage que César voulu instaurer cette pratique? Et pourquoi? Alors peut-être que sous le règne d'Auguste empereur, le Sénat a moins de pouvoir, mais donc est-ce que... alors oui, mais il aurait pu continuer à faire part des décès et des nouvelles et non pas des lois du Sénat. Je vais dire que ça a été institué par César et arrêté par Auguste. Vous avez gagné. Waouh. Vous avez bien fait. C'était établi par César et annulé par Auguste, et c'est en 59 avant Jésus-Christ qu'ils sont rendus publics. Auparavant, les comptes rendus du Sénat étaient tenus secrets. Une question pour vous départager, je suis obligé de César passer était par là. un grand démocrate. Alors, on va parler un petit peu de naufrage, et je ne parle pas du tout de ce jeu. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, c'est le naufrage. Titanic. Exactement. Toujours pas la question que je vais poser, mais toujours la bonne réponse de Stéphane. Oui. 2 ans plus tard, on imagine bien que le traumatisme est encore très présent. Le Royal Edward, paquebot britannique de 160 mètres de long, contient à son bord 800 passagers. Il a quitté Montréal, destination Bristol en Angleterre. Un iceberg est sur son chemin. Que va-t-il se passer? Plusieurs propositions. Rien, parce qu'une personne qui fut également sur le Titanic va donner l'alerte à temps. Rien de grave, parce que si le paquebot va effectivement couler, l'intégralité des voyageurs sera sauve. Et enfin, rien de grave, parce que l'iceberg est pris de face, donc pas de naufrage. 3. Écoutez, mon plaisir aujourd'hui est d'annoncer la victoire de Clémentine. Bravo. Il a pris l'iceberg de face. L'iceberg est pris de face et c'est mieux, c'est la leçon qui a été retenue par le commandant après le Titanic. La vitesse du paquebot est réduite au maximum, seuls les compartiments avant sont inondés. 1 an plus tard, le paquebot servira à transporter des troupes anglaises. Il sera torpillé par les Allemands dans le sud de la mer Égée, mais il n'a pas coulé. Bravo. Ah bien, c'est bien. Belle Bravo histoire. Clémentine. C'est par hasard. Allez, L'amertume. Yamayam Basouba, là. Vous vous souvenez ce que ça veut dire? Oui, allez en paix. Merci parlez- Clémentine. À demain. C'est du Wolof. À demain. Au revoir Clémentine. Europe 1. Historiquement vôtre. On se